Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. C'est le moment de suivre les temps forts de l'actualité. Au sommaire, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Le Bénin a fait match nul au Togo. Écureuil et Épervier se sont neutralisés 0 but partout à Lomé. Le monde entier célèbre ce 10 septembre 2018 la journée mondiale de prévention du suicide. Nous abordons le sujet dans ce journal avec un socio-anthropologue. Et quand viendra le moment de vous dire au revoir, on fera un tour en Angola où le nouveau président João Lourenço a pris ce samedi les rênes du parti au pouvoir, le MPLA. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre à quelques mètres du site des témoins de Jéhovah dans la zone Kalavikota en quittant Gouloudigbe. Lampadaire est dans une situation critique, comme vous le constatez sur ces images. Nous sommes en face du supermarché Facimat. L'ampoule de ce lampadaire ne tient plus qu'à un fil et risque de tomber à tout moment, occasionnant pas mal un accident de la circulation. Selon les informations recueillies sur les lieux, ce lampadaire se trouve dans cet état à cause d'un chauffeur, de conducteur de taxi, de voiture mal intentionné, donc qui a cogné à un moment donné le poteau électrique. Un témoin nous raconte les faits au micro de Antoinette Sagbo de Damien Pedro. Hier, aux environs de 6 h du matin, oui, c'est un véhicule qui partait quoi. Donc le pneu du véhicule s'est enlevé. Donc c'est le pneu qui a fait, c'est pas. Le pneu a coincé, c'est-à-dire ces poteaux-là, ces petits poteaux. C'est-à-dire le pneu a bondi quoi. Donc ça a fait un bond jusqu'en haut et ça a éclaté, c'est-à-dire ça a cogné, le lampadaire s'est cassé. Le conducteur s'est arrêté parce que c'est son pneu qui est enlevé. Donc c'est arrêté au niveau de cette. Parce qu'il y a des véganateurs à côté, donc ces véganateurs l'ont aidé à replacer son pneu et à son chemin. Depuis hier, après l'incident, ça dit qu'il n'y a plus de l'éclairage dans la zone. Il devrait aller, je sais pas, au commissariat de police, c'est-à-dire narrer les faits. Et peut-être ceux-là peuvent l'aider, c'est-à-dire à rendre un peu la tâche facile. Genre, si il va donner quelque chose pour pouvoir réparer. Et puis en tout cas, c'est eux-mêmes qui savent comment ces gens de trucs se passent. Les dangers sont énormes parce que, par exemple, ces médicaments qui sont en train de passer, c'est par hasard. Parce que c'est un fil, c'est un petit fil qui est là pour le moment le sport. Donc, si quelqu'un est en train de passer, ça peut s'enlever et tomber sur la tête de la personne et encore causer autre incident très très grave même. La communauté internationale célèbre ce 10 septembre la 16e journée mondiale de la prévention du suicide. Le thème retenu cette année est, je cite, « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, près d'1 million de vies sont perdues par an à cause du suicide. Qu'est-ce qui peut bien amener un individu à sauter la vie? Comment prévenir le phénomène? L'anthropologue Dr Raymond Assogba nous donne quelques éléments de réponse. C'est un moyen, une manière, une décision délibérée de mettre fin à sa vie. Et donc c'est une décision personnelle, individuelle. Et ensuite, il faut savoir que celui qui décide de mettre fin à sa vie est dans une situation émotionnelle de déficience. Ça veut dire qu'il est dépressif. Ça veut dire que face à certaines situations, il se retrouve seul. Et donc c'est à partir de ce moment qu'il prend la décision de mettre fin à sa vie. Les causes peuvent être des causes économiques. J'ai cité par exemple le cas de ICC Service, où les gens ont épargné de l'argent, ils ont participé à une tontine, ils s'attendaient à une richesse et pas fini, il semble qu'ils ont tout perdu. Et vous voyez, les religions qui prônent la renaissance, l'éternité, qui promettent le paradis, peuvent permettre d'élever, vous voyez, le niveau de conscience d'un individu sur l'échelle de la préservation, l'échelle de vie. Et donc les religions jouent un rôle de renforcement de la personnalité. Et il y a aussi une vie sociale, c'est-à-dire ne pas réduire la vie
et d'un individu à sa famille biologique, mais l'étendre aux grands-parents. Le plus gros, ce sont les politiques publiques d'emploi, les conditions, les politiques publiques de jeu, d'éducation, qui permettent aux individus de se réaliser, de bouger. Vous voyez un peu, tout cela aussi constitue et surtout un grand facteur. Donc l'État a un rôle probant, c'est de mettre les institutions administratives au service de la population. Écho du palais des gouverneurs à présent, le Bénin dispose désormais d'une loi réglementant la caisse des dépôts et conciliations. Le test de loi a été examiné en début de week-end au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le point avec Ahmed Didier Onkonoudi et Devochi Romaric. Ce projet de loi, faut-il le rappeler, permettra au Bénin de financer désormais plusieurs projets de développement avec des ressources qui autrefois étaient mal utilisées. Cette loi portant création de la Caisse de dépôt et de consignation de la République du Bénin a été examinée en plénière après la présentation du rapport de la Commission des finances et échanges qui a mis l'accent sur le bien fondé de cette caisse qui vise de façon plus significative à contribuer à l'effort de financement du développement. Bien de missions sont confiées aussi à la Caisse de dépôt et consignation. Recevoir, conserver et gérer les dépôts et valeurs appartenant aux organismes et aux fonds qui y sont tenus ou qui le demandent. Recevoir, conserver et gérer les consignations administratives et judiciaires ainsi que les cautionnements. Les députés ont exposé quelques préoccupations, mais aussi ont félicité le gouvernement pour l'avènement de cette caisse qui vient pour éviter quelque peu l'évasion fiscale. Nous avons des fonds oisifs, des bâtiments abandonnés. Avec cette loi, je voudrais inviter le ministre ici présent à penser non seulement aux fonds perdus, logés auprès des notaires, auprès des greffiers. Non, il y avait une loi sur les fonds dormants. Alors, avec cette nouvelle disposition, je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer, quelle interface entre ces deux lois. Qu'est-ce qui a pu empêcher notre pays d'avoir une telle institution depuis des années? Les conséquences de l'inexistence de la Caisse des dépôts et consignations sont incommensurables. Des milliards de deniers partis en fumée par le fait d'un seul greffier. Je parle du détournement qu'aurait orchestré notre célèbre philanthrope. La création de la Caisse des dépôts et consignation va permettre de trouver des réponses utiles à la sécurisation des données publiques et privées, de réduire et prévenir les actes de corruption et de prévarication. Le député Nassirou Arifari Bako invitera le gouvernement à réajuster quelque peu le fonctionnement de cette loi une fois en vigueur afin qu'on n'assiste pas à une faillite des institutions bancaires. Que l'ensemble des fonds devra être confié à la Caisse de dépôt et de consignation. Et lorsqu'on sait que le portefeuille de la CNSS au Bénin, c'est environ 600 milliards de francs CFA et que cette somme est placée dans différentes institutions bancaires dans notre pays, lorsque la Caisse de dépôt et de consignation va être fonctionnelle, tous ces fonds devront être retirés des banques actuelles et placés à la Caisse de dépôt et de consignation. Est-ce que cela ne va pas créer un problème de financement de notre économie quelque part? Et peut-être qu'après le vote de la loi, que des décrets d'application essayent de voir comment répartir d'une manière ou d'une autre, disons en termes de pourcentage de fonds à déposer obligatoirement à la Caisse de consignation et de dépôt et une partie peut-être dans les banques primaires pour permettre le financement de notre économie. Le gouvernement, représenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, va saluer les députés pour l'intérêt porté à cette loi qui, une fois adoptée, va permettre la réalisation de beaucoup de projets de développement. Les députés
ont accordé leur quitus et ont adopté cette loi. La loi numéro 2018-38 portant création de la Caisse des dépôts et consignations de la République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents ou représentés, moins une voix contre. Restons au Parlement pour dire que les députés ont autorisé le gouvernement à ratifier un accord de financement avec l'Agence internationale de développement pour le financement partiel du programme Aquavie. Et ce vote est intervenu en marge des travaux de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Accord de financement d'un montant de 90 milliards 500 millions de francs CFA vise à accroître l'accès aux services d'approvisionnement en eau et à renforcer les modalités de prestation de services dans les zones rurales sélectionnées. Il s'agira aussi de construire de nouveaux systèmes d'accès à l'eau potable, à construire et à réhabiliter plus de 600 adductions d'eau villageoises, à construire plus de 34 000 branchements particuliers et 3300 bonnes fontaines. Le rapport de la Commission des finances a fait aussi part des composantes du projet. Composant numéro 1, accroître l'accès aux services d'approvisionnement en eau. Cette composante permettra de soutenir les investissements dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à travers la construction de systèmes d'approvisionnement en eau, ce qui induit la construction d'infrastructures de production, de pompage, de traitement et de stockage, de réseaux de distribution, de bonnes fontaines, de branchements particuliers, de contrôle de travaux et la réalisation d'études préliminaires. Le prêt sollicité est d'environ 90 milliards 500 millions de francs CFA avec une contribution personnelle de l'État béninois estimée à 11 milliards de francs. Les députés sont intervenus et ont fait part du faible taux de couverture en eau potable dans plusieurs régions du pays. Le taux aussi pour le mono est très bas. J'ai compris pourquoi, parce que pour avoir de l'eau en termes de forage, il faut aller au-delà de 200 mètres avant d'avoir de l'eau. Et je crois que quand vous regardez les documents, même le tableau que vous avez, qui figure dans vos réponses, on se rend compte que effectivement le mono a un taux un peu bas. Quelques maisons à Décamin, sur forage, recueillent la même eau minérale de Possotomé. Et j'aimerais suggérer, si à Décamin, en forêt, on pouvait produire de l'eau pour tous ces villages au bord du lac Kaemé, côté Atlantique, et distribuer au-delà. Je ne me retrouve pas dans ce qui a été dit ici. Il s'agirait certainement des projections. Parce que s'il y a un seul département qui souffre énormément de manque d'eau, c'est bien sur les collines, et cela du fait, n'est-ce pas, de la nappe phréatique. On ne va pas à 30 mètres pour tomber sur les granites. Et c'est ça, l'une des raisons pour lesquelles nous avons d'énormes difficultés. Pour le ministre en charge de l'eau, Donat Jean-Claude Oussou, depuis plusieurs années, le milieu rural a toujours été sinistré. Et c'est à juste titre que le gouvernement a sollicité cette ratification d'accord de prêt. Je peux dire qu'il y a un certain nombre d'AEV qui ont été construits en 2017, exactement 23. Il y a 123 forages équipés de pompes à motricité humaine qui ont été également construites l'année dernière. Et la projection de cette année et jusqu'à début 2019 nous permet d'afficher 171 AEV qui seront construits ou réhabilités. Je peux noter que grâce à la coopération japonaise à travers l'agence JICA, nous avons 2 forages à Glazoué, une station de traitement et un château d'eau de 200 mètres cubes à partir des eaux souterraines. Et puis à Dassa, 2 forages, une station de traitement et aussi un château d'eau qui là est plutôt à 300 mètres cubes. Les travaux sont aujourd'hui totalement achevés et nous avons à Savalou, sur budget national, le lancement de 15 forages à gros débit. La volonté du gouvernement de la rupture en matière d'eau potable est
est total, a fini par conclure le ministre qui plaide auprès des députés pour l'adoption de cette autorisation de ratification. Ainsi, les députés, après analyse, ont autorisé à l'unanimité le gouvernement à ratifier cet accord de financement partiel du projet Aquavi. En 2011, Sa Majesté Toron Tofodi Adewale accédait au trône de Soro Yoko, devenant ainsi le 10e roi de ce royaume. Ce week-end, le 7e anniversaire de son accession au trône a été célébré. Cérémonie rituelle ce samedi 8 septembre dans le royaume Saoro à Sakété. La cour a célébré le 7e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Toyon, roi de Saoro. Pour l'occasion, plusieurs autorités administratives, têtes couronnées et dignitaires sont venues de tout le Bénin à l'instar du roi central de la vallée et celui de l'Atché. Une union consolidée selon eux par le leadership du président Patrice Talon. Je suis très content de tout ce que je viens de voir aujourd'hui. Ça démontre que notre culture, notre tradition se porte très bien. Parce que nous avons un petit coup de main à notre tradition et à notre culture, l'évolution sera exacte. Le président de la République, on avait cru au début qu'il n'aurait pas aimé la tradition, ou vous me comprenez. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il est le premier traditionnaliste. Alors, de ce point, nous sommes encouragés, je vous dis bien, nous sommes aujourd'hui encouragés à nous retrouver à ce genre de manifestations. Encouragés avant. Que le président ne nous aime pas, le président ne veut pas de nous, le président ne nous aime pas, le président ne veut pas de nous. Mais la fois dernière, le président nous a montré son cœur. Et sincèrement, tous les rois l'apprécient. Et nous prions l'Éternel de mettre toujours la lumière sur son cœur pour qu'il pense toujours à nous. Le roi Toyon, quant à lui, a été très ému par la présence de ses pairs. Lorsque j'ai invité mes homologues pour cette cérémonie, je ne croyais pas qu'ils viendraient malgré qu'ils m'avaient rassuré. Ils ont tenu parole et sont venus rehausser remarquablement la fête. Et tout ceci se passe sous le mandat du président Patrice Talon. L'heure de Dieu est la meilleure. Pour le porte-parole du royaume des Wezoumenou, les circonstances déterminent les faits. Si Dieu nous fait la grâce de célébrer ce 7e anniversaire en ce moment précis où notre pays, le Bénin, connaît de profondes mutations pour son développement, c'est un signe. C'est pourquoi je voudrais unir ma voix à celle de tous les dignitaires et têtes couronnées ici présents pour invoquer la bénédiction de Dieu Tout-Puissant sur notre président de la République, Patrice Talon, sa famille et l'ensemble de son gouvernement. Que Dieu Tout-Puissant les inspire sur les chemins de recherche des solutions justes et durables pour le développement harmonieux de notre cher pays. À l'occasion de la célébration de ce 7e anniversaire de trône de Sa Majesté Toyon, le porte-parole de sa cour a invité tout le peuple béninois à la tolérance et à la patience afin que Dieu comble la nation tout entière de ses grâces. En sport, retenez que les écureuils du Bénin ont contraint les éperviers du Togo au partage des points, 0 but partout ce dimanche 9 septembre au stade municipal de Lomé, à la faveur de la deuxième journée des éliminatoires dans leur groupe. Malgré la volonté de vaincre du capitaine des éperviers du Togo, Thierry Adebayo, et de ses coéquipiers, les écureuils ont réussi à contrer leur velléité en arrachant le point du nul à l'issue du match. Avec cette performance, le Bénin garde la tête du groupe D avant la prochaine journée en octobre où ils seront reçus par les FNEC d'Algérie. Suivons à présent les impressions après le match, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Roland, Laurent Tolenke et Fréjus Sophie aussi. Placement à Lomé avec une telle ambiance, rentrer à la maison avec un point, je pense que ça augure quand même d'une belle campagne. Dans le jeu, rationnellement, nous étions là-dedans. Le coach a mis un système pour contrer un peu les vérités offensives des Togolais.
On l'a vu avec une défense à 3, était vraiment hermétique. On avait même le terrain avec un peu du punch d'Aréoti, c'est son Stéphane qui était à la baguette. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dont Jordan Dosso qui a beaucoup apporté. Sans vous oublier Mounier qui a vraiment fait un travail de fixation à la pointe de l'attaque qui était vraiment hyper important. Et je pense que l'un dans l'autre, le résultat de Lomé est un résultat très important. Voilà, un point pris à l'extérieur. En de telles circonstances, je pense que ça vaut la peine. Ça augure vraiment d'une bonne campagne pour finir en beauté et se qualifier pour la CAN 2019 au Cameroun. Oh, je pense que quand on est béninois ce soir, on doit être content et fier de cette équipe béninoise qui a bataillé dur. De l'année de ce match, il faut dire que chaque équipe a eu ça. Maintenant, on a avec une équipe togolaise en première mi-temps vraiment dominatrice, mais qui n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. En deuxième partie, les Béninois sont revenus beaucoup plus requinqués. On a essayé quand même de dominer, on a on n'a pas marqué. Sur l'ensemble du match, je pense que le nul est mérité pour les deux équipes. Les Béninois sont venus en territoire togolais. Après une semaine seulement de travail, là, il faut l'avouer du côté du Bénin, avec Michel Dussué, une semaine avec ce nouveau staff-là. Je pense que si on a pu faire ce 0-0 là ici à Lomé, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de séances derrière, on pourra quand même espérer disons, de meilleurs résultats pour cette équipe béninoise. Si après 2 journées vous avez 4 points, lorsque l'Algérie aussi se fait accrocher du côté de la Gambie avec un match nul, donc le Bénin est premier avec l'Algérie 4 points. Donc derrière il y a 1 point pour le Togo et 1 point pour la Gambie. Donc je pense que les Béninois ont leur carte dans les mains. On a les atouts pour battre cette équipe togolaise. Comme je l'ai dit, on a vu une équipe togolaise très jouée cette main qui n'a pas été vraiment montant offensivement. Donc je pense que les Béninois à domicile peuvent espérer quand même battre cette équipe togolaise. Mais avant ça, il faudra jouer la victoire contre l'Algérie. Et c'est là où il faudra être vraiment fort pour essayer de grappiller, d'arracher quelques points dans cette double confrontation. Retour à Cotonou, au Bénin, plus précisément à Godomé, à Gassa, dans la commune d'Abomey-Calavi, où Vivien Sauvi, un cadre de la localité donc de Agassa, Godomé, directeur général de l'organisation Terre d'Espoir et Construction, qui a organisé une série de matchs de football qui a connu donc son épilogue, cette série donc de matchs qui a connu donc son épilogue ce week-end par la finale, le point de la rencontre avec Moriano Agua et Damien Pedro. Gbetagbo Football Club en bleu, Union Sportive Club d'Agassa Godomé en orange. Cette finale qui a opposé ces deux équipes a été un match de revanche pour Gbetagbo Football Club, battu déjà en match de poule par USAG Football Club. Vivien Sauvi, initiateur du tournoi Terre d'Espoir et Construction, Apollinaire Rungay, chef d'arrondissement d'Akasato, et Sa Majesté Tosso Zungla II, roi d'Agassa Godomé, ont procédé au coup d'envoi de la finale du tournoi Terre d'Espoir et Construction, première édition. L'Union sportive d'Agassa Godomé Football Club, gonflée à bloc sous les instructions de son coach Jérôme Ezin et son capitaine Georges Otenia, ont très tôt pris le match en main par des velléités offensives enrayées par la défense des Bleus de Gbetagbo Football Club. Gbetagbo Football Club, insistant en attaque sur les frappes, a failli ouvrir le score à la 7e minute par le truchement de son capitaine Martin Degbazon. La population d'Agassa Godomé sortie massivement pour soutenir l'Union sportive d'Agassa Godomé Football Club a eu droit à un match équilibré, ouvert aux deux équipes qui se sont offertes des opportunités de but de part et d'autre. 0 but partout au thème des 45 premières minutes. L'Union sportive d'Agassa Godomé a multiplié les occasions de but suite à l'entrée en jeu de sa star Abel en seconde mi-temps, qui d'ailleurs s'est offert une occasion nette de but. Au thème des 90 minutes de cette finale, aucun but marqué. L'épreuve fatidique des tirs au but a été éprouvante pour les nerfs, puisqu'au bout des 4 tirs du côté de chaque équipe, aucun but n'avait été marqué. C'est la star de Gbetagbo en la personne de Doudou qui a délivré les supporters de Gbetagbo après 5 tirs au but par équipe. Ce tournoi qui a réuni 16 équipes de la commune d'Abomey-Calavi dans l'arrondissement d'Akasato a été remporté par Gbetagbo Football Club. L'Union sportive d'Agassa Godomé n'a pas démérité, même si son capitaine est visiblement abattu. Je tiens d'abord à féliciter l'organisateur de ce tournoi. Je tiens à beaucoup féliciter ceux qui ont pensé à l'organisation de ce tournoi. D'abord, je félicite Francis Vigoy qui a lutté beaucoup pour ce tournoi. Je le félicite beaucoup. Je le félicite beaucoup aussi pour le Terre de Construction aussi qui a promouvoir nous les jeunesses d'arrondissement de la Kassato
apaisement à Gassa-Godomé. Betagbo Football Club a reçu des mains de l'initiateur du tournoi Terre d'Espoir et Construction première édition de cette année 2018, Vivien Sauvi, le trophée, plus un jeu de maillot, des ballons et une enveloppe financière. L'Union sportive d'Agassa-Godomé Football Club s'est contentée d'un jeu de maillot, d'un ballon et d'une enveloppe financière. Le chef d'arrondissement de la commune d'Akassato exprime ici sa satisfaction. Le football, c'est un jeu qui réunit tout le monde, toutes les populations, toutes les couches sociales. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, pour soutenir nos amis, nos jeunes qui ont pris l'initiative d'organiser, de faire amuser nos frères, nos jeunes frères qui sont en vacances avant la rentrée qui pointe déjà à l'horizon. Je remercie toute l'équipe ici présente, tous ceux qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. C'est Terre d'Espoir qui a bien sûr organisé ce tournoi. J'en suis tellement ravi. Le rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition du tournoi Terre d'Espoir et Construction dans l'arrondissement d'Akassato. En inter-actualité, Joao Lourenço prend les rênes du parti au pouvoir en Angola. Le président a été élu ce samedi à la tête du parti MPLA. L'ancien président José Eduardo dos Santos ayant démissionné après avoir passé environ 4 décennies à la tête du parti. Du pays, José Lourenço. Ancien rebelle marxiste, José Eduardo dos Santos, 76 ans, a régné d'une main de fer sur l'Angola de 1979 à 2017. Malade, il n'a pas sollicité l'an dernier le renouvellement de son mandat aux élections et cédé la tête du pays à son ex-ministre de la Défense, Lourenço. Mais il avait gardé les rênes du tout-puissant MPLA au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. Ce samedi, il a passé la main du parti à son successeur à la tête de l'Angola. Caros camaradas, minhas senhoras, meus senhores, neste momento... Chers camarades, mesdames et messieurs, comme cette passation en témoigne, notre slogan est « Avec la force du passé et du présent, nous allons construire un Angola meilleur ». Tous sommes conscients que s'il faut construire un futur meilleur, nous devons avoir le courage de corriger ce qui est mauvais et améliorer ce qui va bien. Seul candidat, il a été élu sans surprise par les délégués du parti avec plus de 98% des voix. C'était prévisible. C'est un travail qui a été fait un peu avant l'annonce du camarade président José Eduardo dos Santos de se retirer de la scène politique. Notre parti est entré dans la phase de préparation et s'est conclu avec ces beaux moments pacifiques, démocratiques auxquels nous venons d'assister. C'est un congrès très important pour le parti et pour le pays dans la mesure où le MPLA est le parti le plus représentatif dans notre société et notre politique. Avec cette transition pacifique et très positive dont nous avons témoigné avec responsabilité, se fait dans l'évolution de la démocratie en Angola. En choisissant pour dauphin un cacique de son régime, Dos Santos pensait pouvoir couler une retraite paisible. Ses proches contrôlaient les secteurs stratégiques de l'économie, comme la compagnie pétrolière nationale confiée à sa milliardaire de fille, Isabelle, et ses fidèles dirigeaient l'armée et la police. Mais à la surprise générale, celui qui était présenté comme le docile Joao Lourenço s'est vite affranchi de l'autorité de son prédécesseur en s'attaquant de front à son empire. Ce grand ménage a vivement irrité l'ancien président. En coulisses, le bras de fer s'est prolongé jusqu'au dernier jour. Dos Santos aurait volontiers joué les prolongations à la présidence du MPLA jusqu'en avril 2019, mais Lourenço le lui a refusé en fixant d'autorité son départ à ce samedi 8 septembre 2018. Ainsi va l'actualité sur Eden Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à bientôt.